Est-ce que ça va? Oh, chers amis, bonjour, shalom, shalom de Gush Etzion, shalom du sud de Jérusalem. Euh, Heureux de vous rejoindre encore une fois dans la rubrique Les lieux d'Israël. Les lieux d'Israël, on va parler d'un lieu aujourd'hui auquel on peut fêter tant les 3300, 400 ans de son existence que le 96 ans dans son existence. C'est un lieu que on mentionne dans la Haggadah de Pessah. Il n'y a pas beaucoup de lieux, à part naturellement Égypte, dont on est sorti, qui sont mentionnés directement géographiquement dans la Gada de Pessah. C'est un lieu qu'on mentionne. Euh, c'est un lieu connu en Israël tant pour euh, un niveau de vie assez bas qu'une espérance de vie assez élevée, tant pour être un lieu qui, d'un côté, n'a pas de cinéma, même si à l'origine il y avait là-bas un cinéma, mais d'un autre côté, qui peut être aussi appelé, qui mérite le titre de ville qui fonctionne sans interruption, pratiquement. Je voudrais vous parler de la ville de Bnei Brak. La ville de Bnei Brak, pourquoi est-ce que je voudrais parler de cette ville? Eh bien, tout simplement pour qu'on puisse, pas seulement pour des raisons historiques, mais parce que c'est d'actualité. On va en parler, on va la mentionner au début, pas au début, mais dans le Maguid de Pesach avec Maaseh de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, qui étaient Shayum Mesubin, qui étaient assis à Seva, accoudés, à Bnei Brak. À Bnei Brak, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. Il parlait de la sortie d'Égypte toute cette nuit, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, jusqu'à ce que leurs élèves soient venus pour leur dire, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. Cher rabbin, le temps de Kriyat Shema du matin est arrivé. C'est-à-dire, vous pouvez assez de parler de la sortie d'Égypte, etc. Donc, on voit que c'est une ville qui, déjà à l'époque, est un centre spirituel, pas seulement aujourd'hui, où c'est une ville qui est connue comme la première ville charédite d'Israël. Aujourd'hui, et jusqu'aux années 80, elle était aussi appelée la seule ville charédite d'Israël. Mais déjà à l'époque, il y a 2000 ans, eh bien, on voit que les Tanaïm se rassemblent le jour de Pessah, le jour du Leil Seder, à Bnei Brak. Chose intéressante, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui prennent la route qu'on appelle Kvish Gea, avec le carrefour Alouf Sadeh, eh bien, juste avant Alouf Sadeh, il y a un carrefour qui s'appelle Mesubim, carrefour Mechlaf Mesubim. Pourquoi généralement les gens ne savent pas, mais qu'est-ce que c'est comme titre, quel nom étrange ça porte, Mechlaf Mesubim, eh bien, il faut savoir qu'il est appelé Mechlaf Mesubim en l'honneur de la Haggadah Shel Pesach et en l'honneur de cette partie de la Haggadah, du Maguid qu'on voit et où les 5 Tanaïm sont assis, c'est-à-dire sont Mesubim. Mesubim parce que, effectivement, l'ancien Bnei Brak, le Bnei Brak de l'époque de la Mishnah, il se trouvait là où se trouve actuellement le Tzomet, le carrefour Mesubim, où passe le bus 400, etc., etc., qui va de Jérusalem à Bar-Ilan, à Bnei Brak, etc. L'ancienne Bnei Brak, effectivement, se trouvait là-bas, ce qu'on appelle aujourd'hui le parc Chiria ou le parc Ariel Sharon. Il y avait là-bas une colline. Il y a encore là-bas
un centre archéologique de Bnei Brak, oui. Pour ceux qui ne le savaient pas, chose étrange, il y a aussi un centre archéologique. Il n'y a pas de musée, mais il y a des excavations archéologiques qui se font là-bas. Eh bien, euh, euh, c'est une ville, comme on voit, qui existait depuis l'époque de Rabbi Akiva et même avant. Même avant, on a parlé hier, pour ceux qui étaient avec nous, de Yoshua bin Nun, de Josué. Eh bien, dans le livre de Yoshua, figure aussi Bnei Brak en tant qu'une ville frontière de la région où habite la tribu de Dan. La tribu de Dan. Et c'est là-bas que, donc, il s'agit effectivement de l'époque de la Itnachalout, de la conquête de la terre, d'il y a 3300 ans. C'est une ville qui, comment dire, a déjà du kilométrage, si on peut s'exprimer de cette manière. Maintenant, on revient, avant de passer à la ville à Bnei Brak d'aujourd'hui, de nos jours, qui a aussi pas mal de mérite, naturellement, eh bien, on peut passer, je voudrais quand même parler quelques minutes de Bnei Brak de l'époque de Rabbi Akiva. Les sages se posent la question au sujet de ce passage de la Haggadah, où effectivement, bon, plusieurs questions. Pourquoi est-ce que généralement à Leila Seder, chaque rabbin, à plus forte raison, chaque Tana, chacun des Tanaïm, eh bien, on attend d'eux qu'ils soient avec leur famille, avec leurs élèves, dans leur yeshivot. Pourquoi est-ce qu'ils viennent tous vers Rabbi Akiva? Plus que cela, pourquoi est-ce que c'est pas Rabbi Akiva qui vient voir Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua, étant donné qu'il est leur étudiant? Ils sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ce sont les rabbins, ce sont les maîtres de Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce que c'est eux qui se rendent chez lui? Pourquoi est-ce qu'ils font cela en apparence, presque en secret? Parce que c'est et seuls. Effectivement, on ne voit pas qu'il y a ici des élèves. Les élèves, ils ne sont pas là. Les élèves, ils sont en train de tenir la garde à l'extérieur. À l'extérieur, effectivement, après qu'ils viennent les avertir, Raboteinu, Igiazman Kriyat Shema Shel Shacharit, c'est-à-dire visiblement, les rabbins, les Tanaïm, ils étaient tellement pris par leur débat, par leur discussion, qu'ils ne voyaient même pas que le soleil était en train de se lever. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là avec les fenêtres fermées? Effectivement, chose étrange. Plus que cela, pourquoi est-ce que eux tous sont ici, mais le Nasi, la tête du Sanhedrin, Rabban Gamliel Anassi, il n'est pas avec eux. Pourquoi ces 5 personnages, ils sont mentionnés et lui, il n'est pas là? C'est-à-dire qu'il y a des choses assez étranges qui se passent ici. Et là, je cite de la Haggadah du Rav Rimon, Kacha, voilà, Haggadah Pesach chez la Rav Rimon. On peut aussi citer à ce sujet la Haggadah Ayom Yotzim Mitzrayim du docteur Israël Shaib Eldad, où ils disent qu'ils se rassemblent ici et pas seulement pour des raisons de discussion, mais c'est pas par hasard qu'ils sont loin de leur famille, c'est pas par hasard qu'ils sont loin de leurs étudiants, c'est pas par hasard que les maîtres viennent rejoindre Rabbi Akiva et pas l'inverse. Visiblement, ils sont pris par son optimisme, visiblement, ils sont pris par sa vision et sa capacité à voir, comme on le voit aussi d'autres parties de la Haggadah, à voir sa capacité, apprécier sa capacité à voir déjà l'avenir, pas seulement fêter, comme on le voit, la sortie d'Égypte qui a eu lieu, mais la sortie d'Égypte qui va avoir lieu. On connaît tous la fameuse Mara où on parle, où 3 Chachamim qui sont sur Harat Sofim voient les renards sortir du Kodesh à Kodashim et eux de commencer à pleurer et Rabbi Akiva à se réjouir et rire. Et en réponse à leur interrogation, eh bien, il dit, ben, voyez, si cette prophétie qui parlait de renards qui était sur le mont du Temple se réalise, à plus forte raison, la prophétie de Zechariah
qui parle de vieillards et d'enfants qui jouent sur les rues de Jérusalem, à plus forte raison, cette prophétie-là, elle se réalisera. Euh, Peut-être c'est aussi pour une autre raison qu'ils se rassemblent tous chez Rabbi Akiva. On sait que tous les autres sages qui sont mentionnés dans ce Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils ont tous, la Gamara le dit, ils ont tous, comment dire, les Romains qui sont sur leurs traces, qui les suivent dans leur ville, que ce soit à Lod, que ce soit ailleurs. Et pour certaines raisons, visiblement, eh bien, Rabbi Akiva, là, il n'est pas encore sous la surveillance des Romains et probablement qu'ils sont en train de préparer la sortie d'Égypte, la sortie d'esclavage actuelle, c'est-à-dire la révolte de Bar Korba, 132-135 de l'ère vulgaire. Euh, donc, comme on sait, eh bien, Rabbi Akiva, avec les autres sages, mais lui en premier lieu, va soutenir Bar Korba, va l'appeler même le Mashiach. Euh, voilà, ça c'est un point assez important, ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui la rue centrale de Bnei Brak, c'est la rue Rehov Rabbi Akiva. Il n'y a pas beaucoup de rues d'ailleurs en Israël qui portent ce nom, certainement pas de nom de rue aussi centrale. Donc on voit que déjà à l'époque, Bnei Brak, c'est un des grands, après la destruction du temple, après Titus, après Khurban Abayt, le second temple, eh bien, Bnei Brak, avec Yavne et avec d'autres endroits, mais Bnei Brak, eh bien, elle est l'une des grandes villes, l'un des grands centres spirituels du monde juif. Voilà. Maintenant, histoire actuelle. Vous savez, je me suis dit, qu'il y a encore une raison quand même pour parler de Bnei Brak aujourd'hui. C'est une ville qui doit être, on en parle beaucoup aujourd'hui, et pour une raison très justifiée, très justifiable, l'épidémie de la corona, mais je pense qu'il serait très faux que cette épidémie occulte, et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Bnei Brak, que cette épidémie occulte la signification, la grandeur, la valeur de cette ville, pas seulement à l'époque de Yoshua bin Nun ou de Rabbi Akiva, mais également à notre époque. Effectivement, dans quelques mois, on pourra fêter les 96 ans de la fondation de l'établissement de la ville de Bnei Brak. Elle était fondée en 1924 comme une moshava chaklaït, c'est-à-dire une localité agricole par des juifs qui ont fait leur aliyah de Pologne, des juifs tant charedim que religieux sionistes. Et pas seulement, il y avait aussi quelques juifs, des juifs qui n'étaient ni l'un ni l'autre, des juifs traditionnalistes ou pas du tout, qui se sont établis pas loin de Petar Tikva, c'est-à-dire à mi-chemin entre Petar Tikva et Tel Aviv, pour essayer effectivement de transformer tout ce, toutes ces localités en espaces verts, agricoles, d'orangers, et voilà, ça n'a pas tellement marché. Déjà à l'époque, ça n'a pas tellement marché, c'est-à-dire, mais on voit que dans 4 ans après que la ville a été fondée, en 1928, à la première foire, on peut dire, ou exposition des acquis de Bnei Brak, eh bien, ils se vendent déjà de 48 fermes de tant et tant hectares, ou dunam, comme on le dit en hébreu, d'arbres d'oranges, de mandarines, clémentines, etc., etc. Ensuite, la ville devient célèbre pour la fameuse usine de cigarettes, Dubek. Dubek fabriquait ces cigarettes à Bnei Brak. Il y a toute autre ville, toutes autres industries. Et puis, en 1933,
la ville commence déjà à arborer la couleur qu'elle va vêtir depuis jusqu'à aujourd'hui, lorsque le Chazon Ish fait son alia et vient s'établir à Givata Rokeach, bon, une des collines, oui, aujourd'hui, la ville, on ne voit pas tellement les collines, tellement elle est construite. À l'époque, oui, exactement, on voyait, c'était un quartier qui était appelé Givat Rokeach, où est venu s'établir le Chazon Ish, qui va petit à petit et très vite devenir véritablement le possèque, le décisionnaire, l'autorité, pas seulement de Bnei Brak, mais du monde Haredi. Et Bnei Brak va devenir la capitale du monde Haredi en Israël et le temps passant, pas seulement en Israël. Il y a vont s'établir là-bas aussi le Rav Kanievski, le Stapler, le père du Rav Kanievski d'aujourd'hui. Dans les années 40, vont être fondées aussi les premières yeshivot, la yeshivat Ponivej. Je vais essayer de montrer si c'est possible. Partager l'écran, est-ce que c'est possible de faire d'ici? Je ne suis pas sûr. En tout cas, bon, peu importe. C'était l'une des yeshivas les plus centrales, Haredit, et pas seulement dans Israël d'aujourd'hui. Elle était fondée par le Rav Kahaneman, une des rues centrales de Bnei Brak porte aujourd'hui son nom. D'ailleurs, les rues de Bnei Brak, Rehov Rabbi Akiva et Rehov Chazon Ish se rencontrent. Et puis le long de Bnei Brak, eh bien, il y a une grande rue qui fait tout le long de la ville. Ça s'appelle le Rehov Kahaneman. Dans sa yeshiva, depuis le premier jour d'indépendance, depuis 1948-49, on célébrait le jour d'indépendance. Eh bien, il y avait là-bas, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une des photos que je voulais vous montrer, à part toutes les photos de la ville, eh bien, on hissait le drapeau d'Israël, c'est-à-dire chose que pas tout le monde connaisse, qui peut surprendre beaucoup, mais effectivement, c'est-à-dire le monde ultra-orthodoxe, comme on le dit, le monde Haredi et le monde Zioni, les liens avec l'État d'Israël étaient, comment dire, n'étaient pas toujours noir et blanc, mais étaient très souvent aussi bleu et blanc, si on peut s'exprimer de cette manière. Il y avait véritablement une reconnaissance de ce que le monde juif, quelle que soit sa couleur, devait à la Renaissance juive, à l'État d'Israël, quelle que soit l'approche de l'État d'Israël, la mesure dans laquelle il adopte la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, on hisse le drapeau au jour de l'indépendance sur le toit de la yeshiva de Ponivej. Bon, on revient dans les années 44, dans les années 40, après la fin de la Seconde Guerre mondiale et d'autant plus après la déclaration de l'indépendance. C'est une ville qui grandit très très vite, qui absorbe quantité énorme de Olim Hadashim de tous les pays, tant de Pologne, de Roumanie que d'ailleurs. C'est une ville qui, chose intéressante, parallèlement à la yeshiva de Ponivej, est fondée à côté un cinéma. Et dans les années 40, dans les années 50, il y a un cinéma pas de petite taille, de 200 places à l'époque. Pour Israël, c'est assez significatif. Et aujourd'hui, naturellement, bon, les yeshivot, on peut dire, elles ont gagné, elles ont remporté la victoire sur le cinéma. Ça, c'est pas assez
de cette façon partout ailleurs en Israël. Le cinéma a fermé ses portes, pas parce qu'il y a eu des combats contre le cinéma, comme il y a eu dans le cinéma de Edison à Jérusalem ou dans le cinéma de Petah Tikva jusque dans les années 80. Là, très vite, la ville, déjà dans les années 60, eh bien, elle a eu le titre d'une ville charédite avec ses rues qui étaient fermées le Shabbat. Et même s'il y avait un grand centre sioniste religieux et même ce qu'on peut dire laïque ou chiloni à Bnei Brak dans les années 50, 60, 70, eh bien, dès les années 60, la majorité charédite est devenue absolue. Des yeshivot, tant litaïot lituaniennes que chassidiotes, se sont établis là-bas, la chassidut Vizhnitz, la chassidut Satmer aussi, elle représentait aussi pas un très grand nombre, mais aussi antisioniste qu'elle soit, elle a joui de toute l'aide du ministère de construction israélien pour s'établir à Bnei Brak. Et c'est une ville qui compte aujourd'hui environ plus de 200 000 habitants, qui fait partie des 10 plus grandes villes d'Israël. Une ville où vous avez une ville très particulière où vous avez par exemple, je sais pas, on l'appelle aussi la ville qui ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que, effectivement, à la différence de Tel Aviv, eh bien, vous prenez le Shtiblach de Bnei Brak, qui s'appelle, enfin, un des Shtiblach, il y a beaucoup de Shtiblach, c'est-à-dire où les minyanim continuent presque sans interruption, c'est-à-dire le dernier minyan de Arvit, eh bien, il n'est pas trop loin du premier minyan de Shacharit, à tel point que ce Shtiblach, qui s'appelle Shtiblach Itzkovitch, eh bien, on l'appelle aussi Itzkomat. Itzkomat comme distributeur de pas d'argent, mais distributeur de prières. Une ville où, lorsque vous promenez dans ces rues, eh bien, peu importe quelle que soit l'heure, les rues sont toujours pleines, que ce soit à 2 heures de l'après-midi ou que ce soit à 11 heures, à minuit du soir. Je fais, à l'époque, quand je travaillais dans l'université de Bar-Ilan, on organisait, dans le programme où je travaillais, de dialogue entre juifs religieux et chilonim, ceux qui pratiquants et non pratiquants, eh bien, on organisait toujours, c'est important, une journée de visite, soit dans les quartiers charedim de Jérusalem, soit à Bnei Brak. Bnei Brak, alors on visitait des yeshivot, on visitait par exemple la yeshiva de Ponyevej, on visitait les familles et chez les familles qui habitaient là-bas, une quantité invraisemblable de gmachim. On visitait aussi des gmach. Vous pouvez trouver, c'est-à-dire, comment on traduit en français, des gmach de gmilut chassadim, oui, là où vous pouvez trouver gratuitement des médicaments, des biberons, des couches, presque même des voitures. Vous pouvez tout utiliser de manière absolument gratuite. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que c'est une des villes effectivement les plus pauvres d'Israël, lorsque vous envoyez les habitants, vous ne voyez pas cette pauvreté. Vous entrez dans l'appartement d'une famille qui a 6, 7, 8 enfants, ils habitent dans un 3 pièces, mais ils se débrouillent parfaitement. C'est-à-dire, ce n'est pas une pauvreté, c'est comme l'a dit le professeur Menachem Friedman, Zichrono Livracha, qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui est peut-être l'un des plus grands spécialistes, c'est lui qui a initié tout ce thème d'étude de la société rédite comme sujet d'étude dans l'université, qui lui-même aussi a étudié dans Yeshiva de Hebron, qui la connaît de l'intérieur, qui ne l'étudiait pas de l'extérieur. Eh bien, il l'appelait Chevrat Lomdim, une société d'élèves, si on peut dire, une société qui apprend
sans cesse, c'est-à-dire et avec euh, dans le but de rebâtir le monde de la Torah, et qui après la Shoah, naturellement, on sait tout le coup qu'il en a pris. Et donc, c'est tout un monde qui est bâti dans cette vision. Et c'est une pauvreté objective, mais qui est choisie, qui est délibérée. C'est-à-dire, c'est pas que les gens, ils sont et ils peuvent pas trouver du travail. Non, s'ils le voulaient, ils pourraient trouver du travail. Au niveau du IQ, croyez-moi, vous le savez certainement pas moins bien que moi, tout va bien, tout est très bon. C'est-à-dire au niveau de la capacité de comprendre les données les plus complexes, mathématiques, sciences, après avoir parcouru le chasse plus d'une fois, tout va bien. Effectivement, à chaque fois qu'on se rendait dans ce quartier, les gens qui ne connaissaient pas étaient sidérés de voir dans quelle mesure les personnes qui y habitent, eh bien, effectivement, elles sont heureuses. Elles sont heureuses. Par exemple, il y a là-bas, avec toute la quantité d'enfants qu'il y a, par exemple, il y a une loi. Les enfants ne dérangent pas maman. Papa, il n'est pas là, papa, il est dans la yeshiva. Il ne dérange pas maman aux heures de l'après-midi lorsqu'elle dort. Peu importe, vous avez 5, 6, 7, 8 enfants. Il y a des règles intérieures de vie qui sont tout à fait remarquables. Et c'est pas pour rien aussi que c'est une ville qui est connue pour une longévité de vie, malgré la pollution, compte tenu de l'endroit où elle se trouve, une longévité de vie très très forte, très très élevée aussi parmi ses habitants. Euh, voilà, malgré que les espaces verts soient là-bas assez rares et que si vous voyagez là-bas avec vos enfants, et vous avez obtenu une balançoire sur laquelle vous pouvez faire balancer vos enfants, eh bien, vous pouvez faire la bracha chez Riano. Pourquoi? Parce que si vous trouvez une balançoire libre là-bas, ou bracha tova meti, peu importe, pour trouver là-bas une balançoire libre, il faut y aller. Voilà, donc là, Bnei Brak, 86 ans, 3000 ans, ville ancienne, ville antique, ville moderne. Certains l'appellent la Shtetl d'Israël, d'autres la présentent comme une ville recouverte de talit, une ville où à toutes les heures du soir vous pouvez trouver des cours, des yeshivot ouvertes, des smachot, une ville qui jusqu'à aujourd'hui, même si c'est pas la seule ville charédite d'Israël, c'est la ville qui sert d'étalon, c'est encore la première ville, tant au niveau chronologique qu'au niveau d'exemple dont elle sert pour le reste de la société charédite en Israël. Voilà. Et une ville qui était, oui, qui effectivement, qui servait encore à l'époque du Rav Shach et encore aujourd'hui, de centre politique, sociologique, religieux euh, du monde, du monde Haredi. Voilà, je pensais que c'était des choses bonnes à savoir, même s'il y a encore énormément de choses à rajouter au sujet de ce Bnei Brak qu'on rencontre dans notre Agada et qu'on rencontre sur notre route chaque fois qu'on voyage en Israël dans le temps, tant dans le temps que à travers le temps qu'au travers l'espace. Voilà. Bon, on a essayé de faire marcher ça sur Zoom. Je ne sais pas pour quelle raison il y a eu des problèmes. Je voulais vous faire partager quelques photos, quelques textes. Voilà, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Bezrat Hashem, de toute manière, vous pouvez les trouver sur l'Internet aussi. Tov, Pesach Kasher Vesameach, Sorot Tovot, et on se donne rendez-vous à Bnei Brak dans la Haggadah.